Bonjour et bienvenue au Female Guest Book Club. La vidéo que vous vous apprêtez à voir a été enregistrée lors de notre rencontre avec Marie de Breuer le 5 juillet 2025 à Lyon pour discuter de sa bande dessinée Une BD qui parle de cul. On remercie le Mab Hotel qui rend ces événements possibles et si vous voulez venir au prochain, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Magnifique. Je sens que ça va être difficile de faire cette présentation, non pas du tout. Je vais te présenter, même si bien sûr les gens sont là pour toi et pas pour nous. Mais Tu sais pas? Il y a des gens, J'ai quelqu'un peut-être qui des sait pas fans. qui je suis. Bah voilà, madame. Ça va? Bah Marie, enchantée. J'ai écrit des BD, tu verras. en tout cas, je vais te présenter parce que je pense que la plupart des gens te connaissent pour ta chronique sur France Inter, mais c'est pas tout ce que tu fais. Tout à fait. Donc je vais faire un petit panorama de tout ce que tu fais et tu n'hésites pas à compléter si j'oublie des choses. Avec plaisir. Quand on te demande en quoi consiste ton métier, tu dis que tu écris des trucs et tu parles dans des micros, ce qui est Ouais. une bonne définition. Tu écris des BD, tu en as écrit 2. Ne jamais couler sur la grossophobie qui est sortie en 2023 et une BD qui parle de cul dont on va parler ce soir qui est sortie au mois de mai, si je me trompe C'est pas. ça, début mai. Tu écris aussi tes chroniques tous les Ouais. jours sur France Inter depuis 1 an et demi à peu près, Ouais, tous les jours depuis septembre. depuis septembre. Et après, j'en avais fait quelques-unes avant dans Zoom Zoom Zen. Tu écris aussi du stand-up Ouais. et puis tu parles dans des micros sur scène Exactement. depuis aussi pas mal de temps. Un spectacle, je crois, et en cours de Et en préparation. cours d'écriture, et pour l'instant, on verra. On verra. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, bien sûr. Et tu parles dans des micros de tes podcasts. On a 2. Oui. Euh, Enfin, il n'y en a Tchatcheuse. qu'un qui est en activité. Ah. Je vous annonce la mort de touristes Oh non. une nouvelle fois. Mais j'ai mon podcast Tchatcheuse, ouais, pareil, je parle dans des micros. C'est ça. Avec des gens et des fois toute seule. Exactement, Sur des sujets hyper variés. c'est ça. Yep. Mais globalement, jamais très sérieux. Mm. Je demande plus, c'est quoi ton goût de sandwich préféré? Tiens, ça marche pas. Une bonne question. Qu'est-ce que tu mets dans ton sandwich plus que qu'est-ce que tu penses de la politique en ce moment alors? Et tu es l'ex-tenante du titre de célibataire la plus endurcie d'Île-de-France. Eh ouais, j'ai quitté le navire, les gars. Ça y est. Tu as remis la J'ai couronne. remis la couronne à On quelqu'un ne d'autre. sait, voilà, on ne sait pas son nom, on ne le dira pas. Mais non, c'est une personne super. Elle est en Île-de-France. Je peux pas en dire plus. Mais en tout cas, c'est le sujet de ton livre. Ouais. De ta seconde BD, donc. Une BD qui parle de cul avec un titre quand même assez aguicheur. Et ça C'est vrai. parle quand même aussi d'abstinence, Oui. et de célibat, de dating, de désir, pas mal. Tu parles du tien, t'en parles avec tes amis dans la BD, t'en parles avec des spécialistes. Comment t'es venue l'idée de cette BD-là? Donc, c'est la deuxième. Tu as collaboré avec la même illustratrice sur les 2, Lucie Ouais. Macaroni. Tout à fait. Pourquoi tu as eu envie d'aborder ce sujet? Donc la première, on l'a dit, elle parle de grossophobie qui est aussi... J'ai pas parlé de tes documentaires et t'as pas complété. Ouais, mais parce que c'était mon ancienne vie, Ah bon. quand j'étais Bon. journaliste. Mais oui, j'ai fait 3 documentaires. Un qui s'appelle La grosse vie de Marie. Je sais même pas le titre, c'est ouf. Quand même. Qui était sur la grossophobie aussi. C'est globalement la BD un peu moins bien, parce que franchement, c'était mon premier docu. Non. Je vous le conseille pas plus que ça. Le deuxième documentaire, il s'appelle Camille cherche l'amour. Oui. C'est sur la trisomie 21 et l'amour. Et le troisième, c'était sur les droits reproductifs et sexuels en Europe. Vous devrez rester vigilante. Et que j'ai fait avec Esther, reporter. Voilà, j'ai fait donc des documentaires aussi. Mais qu'est-ce que j'ai pas fait en fait? Et non, tu me posais une question. Et donc C'était- ma question c'était, donc Comment la première effectivement c'est, tu avais déjà fait ton documentaire sur la grossophobie. C'est vrai. La seconde, pourquoi tu as eu envie d'aborder ce sujet? Eh ben, ça s'est pas fait dans le même sens les 2 BD, parce que la première, c'est mon éditrice qui est venue me voir en me disant: t'as parlé de grossophobie, est-ce que tu veux le faire dans une BD? J'ai dit oui. Et là, la deuxième, c'est moi qui me suis dit: j'ai pas trop de taf en ce moment, c'était bien de faire une BD, j'aimerais bien écrire une deuxième. Tiens, c'est quoi mon autre sujet de prédilection? C'est le célibat.
le sexe et l'amour et les relations romantiques en général. Et du coup, c'est un peu c'est mes deux sujets depuis longtemps, même sur les réseaux sociaux. Je parlais de célibat en faisant des blagues et tout. Et du coup, ça m'est venu comme ça. Et surtout, la grosse différence, c'est que sur la première, c'est vraiment ma vie, mon œuvre. Non, mais c'est-à-dire, c'est moi de l'enfance à aujourd'hui, quoi, plus ou moins. Et la deuxième, j'avais envie de faire intervenir d'autres gens. Parce que ça, c'est une réalité, c'est que notre rapport au sexe et à la sexualité, et à l'amour, et au dating, et à tout ce qui s'ensuit de ce domaine-là, n'est pas le même en fonction de tout à chacun. Et du coup, j'avais pas envie de parler que de moi, quoi. Même si je parle beaucoup de moi quand même dedans. Sans surprise, je suis en couverture. Bon. Mais du coup, comment j'ai eu envie, c'était le combo. Il faut que je fasse quelque chose, et c'est mon sujet en ce moment. Faisons ça. Et l'éditrice a dit banco. Comme ça. Elle n'a pas dit banco comme ça, parce que elle est professionnelle. Elle a mis cordialement et tout dans le mail. Et du coup, tu as choisi la BD plus que un documentaire, ou d'en parler sur scène, ou d'en parler... J'en parle aussi sur scène. Hein. Si un jour vous venez me voir en spectacle, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Enfin, si vous allez apprendre des trucs, c'est pas la même écriture du tout. Mais pourquoi en BD ? Parce que... pourquoi en BD ? Franchement, j'ai vraiment kiffé faire la première. Ça donne une possibilité par rapport au documentaire. Par exemple, si je veux dessiner Jul, Jul apparaît dans ma BD. Si je veux Jul dans mon documentaire, j'aurais pas Jul dans mon documentaire. Enfin, avec les IA, on sait plus, mais n'importe quoi. A priori, j'arriverai pas à filmer Jul. Et donc, ça donne une liberté comme ça de scénariser et tout, qui est vraiment trop chouette. Et en plus de ça, je pense que c'est une forme où j'arrive un peu plus à me confier, à être un peu plus perso dans la vie. Enfin, vous avez peut-être remarqué depuis ces 12 minutes, il n'y a pas une réponse sans blague, parce que je suis pas très... Enfin, j'ai pas une grande pudeur, mais en tout cas, je mets des blagues à chaque fois que je dis un truc, quoi. C'est pour ça que je fais du stand-up, d'ailleurs. Et là, en BD, j'arrive à être un petit peu plus sérieuse, on va dire. Et sans que ça me mette mal à l'aise, parce que c'est ça aussi. Voilà. Et je trouve que c'est un format trop cool. Ça touche plein de gens très différents. Ça a aussi touché un nouveau public, quoi. Moi qui suis pas... dans les book clubs. Je ne suis pas une très grande lectrice, mais je sais que les BD, c'est des romans graphiques et tout. Ça m'a permis, moi, de m'intéresser à certains sujets, là où la littérature, j'y serais pas allée de moi-même en mode c'est des livres, je lis pas de livres, pourquoi je lirais ce livre ? Et donc on a fait une petite rencontre, quoi, entre les gens qui lisent et moi qui lis pas. Et hop, on a fait regarder. On s'entend bien, non ? Lucie Macaroni, qui a illustré cette BD, est ta première. C'est un coup de foudre amical. Alors, pas tant que ça, puisqu'on s'est vu 3 fois dans notre vie. Hein. On travaille que en ligne par mail, donc c'est une amitié Gmail. Mais en tout cas, c'est mon éditrice qui m'avait proposé plusieurs profils pour dessiner la première. Je l'avais choisie, elle, Lucie, parce que mon critère était... Je veux pas quelqu'un qui sait pas dessiner de gros et qui a jamais dessiné de gros de sa vie et qui va genre devoir apprendre à dessiner des gros pour sa première BD et que je vais devoir lui dire mon corps ne ressemble pas à ça, mec. Du coup, Lucie avait déjà dessiné tout un tas de gens très divers et donc ça m'a plu. En plus, évidemment, les couleurs un peu pop, un peu girly girl, le rose, le bleu, tout ça, c'était déjà sa gamme à elle, quoi, et moi j'adore. Et du coup, ça s'est bien passé. Et pour la deuxième, c'était naturellement que ça allait. Enfin, vraiment, tout avec Lucie, ça glisse à chaque fois. Elle me donne des idées pour changer des dessins quand moi, mes idées sont pas ouf. Et inversement, elle est OK sur tous les retours, etc. Et surtout, ça aurait été trop bizarre que je change d'une BD à l'autre. Genre, c'est mon autre tête. C'est mon autre tête en dessin. C'est pas un peu bizarre de se voir dessiner en train nu et en train de faire du sexe ? Si, j'ai censuré. Si vous voulez tout savoir, j'ai censuré des images où j'étais là, Lucie, tu t'es un peu trop fait plaise. Tu vas me mettre un petit nuage sur le sein droit. Mais il y a quand même un petit peu, je suis un peu à poil, voilà, si ça peut vous motiver à l'acheter. Mais c'est pas vraiment moi, je suis un peu... C'est un dessin de moi, quoi. C'est un peu bizarre, si je te le cache pas. C'est vrai que, par exemple, les gens que j'ai interviewés, pour le coup, j'ai full censuré. Elles les avaient grave dessinées en train de baiser et tout. J'étais là, non.
ils m'ont fait confiance, ces gens, pour raconter leur histoire. Je pense qu'ils n'ont pas envie d'avoir une version graphique de... Mais j'ai raconté mon anecdote, Marie, mais je voulais pas que tu l'illustres non plus. Ce qui est chelou, c'est, je sais pas, ma mère l'a pas encore lu, mais elle veut outrepasser mon conseil qui était « Ne la lis pas, maman ». Elle dit « Mais c'est bon, tout le monde peut le lire, moi je suis ta mère, je peux le lire ». Oui, bon... Non, a priori, j'ai plutôt envie de dire non, mais je pense qu'elle va pas respecter mon consentement et la lire à un moment, et ça sera gênant. Le moment où elle va m'en parler en me disant « J'ai lu ta BD, j'ai des choses à dire ». Voilà, je sais plus où je vais avec cette réponse, mais c'est un peu chelou, oui, de se voir à poil dessiner. Mais encore plus chelou de se voir à poil dans la vraie vie. Genre, si j'avais mis une petite photo comparative, genre, elle dessine vachement bien, Lucie, vous trouvez pas? Elle a pas dessiné à partir de photos, justement. Non. Elle a imaginé. Ça a été très bizarre, en plus. Je t'ai envoyé, parce qu'en plus, c'est marrant, pour les personnages, ou je sais pas, pour mon chat, ou des trucs comme ça, je lui envoie des photos pour qu'elle ait un peu à quoi il ressemble et tout. Ça aurait été très marrant que je fasse nudes, interdit moins de 18, juste pour toi. Des poses de moi, des selfies dans le miroir sale, horrible. Dans ta BD, tu dis que l'abstinence a été la meilleure décision de ta vie. Ouais, c'est super l'abstinence. Est-ce que tu veux nous en parler? Abstinence ne veut pas dire absence de sexualité avec soi-même, bien sûr. Mais de plus coucher avec des gens, c'était une bonne décision pour s'affranchir de... Enfin, je pense comme vraiment... Allez, j'ai envie de dire 90% de la salle, mais peut-être que ma stat est pas bonne. J'ai été un peu éduquée à deux choses. Déjà, les hommes et le fait qu'ils bandent, c'est vraiment une priorité dans ta vie. Et j'étais là... Enfin... Non, enfin spoiler, pas du tout. C'est pas mon objectif de vie, donc ça a déconstruit ça. Et en plus de ça, l'autre chose, c'était vu que je suis grosse, du coup tout ce que je mérite, c'est pas des relations saines, c'est le premier qui dit oui. Non plus. Voilà, c'était les deux trucs qui les deux phrases que je me suis dites quand j'étais adolescente et c'était pas forcément hyper conscient, hein, mais en tout cas, du coup, j'avais pas un rapport ni à l'amour ni au sexe qui était idéal. Et à un moment, il y en a eu un de trop, ça a saoulé, j'ai fait allez, c'est ciao, je m'arrête. Et je me suis arrêtée pendant 3 ans et je me suis vraiment dit, j'arrête d'y penser, je m'en fous de dater, j'ai pas envie de... Hop, non. Et c'était super parce que en fait, c'est comme si, je sais pas... Enfin, on va dire que la vie, ça se découpe entre le professionnel, l'amitié, l'amour et la famille. Bah, c'est comme si vraiment, il y en avait un de moins, quoi. C'était vraiment... ça a allégé complètement mon agenda. et c'était chouette. Après, j'y suis retournée. Et après, je suis retournée à l'abstinence. J'ai fait... non, en fait, non. Non, merci. Mais un petit peu plus subi, cette deuxième phase d'abstinence. C'était juste, je trouvais les hommes trop médiocres. Bon. Et puis après, il y en avait des biens à la fin. C'est comme ça que ça se termine. Pas dans la BD, ça se termine pas par j'en ai rencontré un bien, mais non. Dans la vraie vie, c'est ça qui s'est passé. Moi, je me suis posé la question en préparant la rencontre et en lisant ta BD de est-ce que tu en serais là aujourd'hui dans ta carrière avec tout ce que tu as fait si justement tu t'avais pas pris 3 ans où tu t'es concentré sur le travail, sur tes amis, sur toi? Peut-être, hein. Ça aurait été effrayant, putain. Mais je pense qu'effectivement, autant je pense pas que le couple soit un frein à l'épanouissement ou à une carrière ou à ce qu'on veut, mais le célibat, surtout à un âge comme la vingtaine, quoi, ça m'a permis de sincèrement me dire, ok, de quoi j'ai envie vraiment moi seule versus mes copines qui ont été en couple pendant ces années-là où il y a un moment, la séparation vient parce que le projet n'est plus le même. Ou alors on fait des projets ensemble parce que c'est le compromis qu'on a trouvé, mais c'est peut-être, au fait, moi peut-être j'avais pas forcément envie d'habiter là, ou peut-être j'avais pas forcément envie de quitter staff, ou nanana. De toute manière, il n'y a pas de choix de vie qui est bon ou mauvais, hein. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que ces années de célibat et d'abstinence, mais le célibat parce que du coup j'ai rencontré mon premier mec à 29 ans, quoi. Et ces 10 ans, on va dire, de vie active, un peu sexuelle, amoureuse et tout, mais où il n'y avait pas de relation concrète avec des projets communs, etc. Je me suis concentrée sur mes projets à moi, de quoi j'avais envie moi et tout, et c'est quand même enfin en tout cas ça a été et c'est hyper épanouissant pour moi, quoi. Ouais, c'est cool. Vive le célibat. Franchement, les gens qui sont tout le temps en couple, soyez célibes genre au moins 1 an.
Il y a des gens, ils enchaînent, ils ont peur d'être seuls. C'est pas du tout qu'ils tombent amoureux toutes les minutes. Franchement, en fait, au moins 1 an. 1 an, je trouve c'est bien. Après, si vous allez être en couple tout le temps, je sais pas comment vous faites. C'est quand même un boulot monstre. C'est, tu l'as dit et on l'a compris, une BD autobiographique, mais il y a aussi des passages plus informatifs. Vous avez fait avec Lucy McCartney des pages un peu plus pédagogiques pour expliquer des choses qui sont assez... par exemple, sur l'abstinence, tu dédramatises vachement, en fait, ça, en disant que ça arrive à tout le monde et c'est pas grave et on s'en fout. Ouais. En couple ou pas, d'ailleurs. C'est un truc dont j'ai discuté. J'ai discuté avec Claire Alquier dans la BD, qui est une sexologue qui est super chouette, avec qui j'avais déjà travaillé justement sur le premier documentaire, mais c'était pas bien dans le documentaire, d'un commun accord. Mais par contre, Claire, elle est super. Et pourquoi on dédramatise l'abstinence ? Parce que je crois que c'est un des trucs sur lequel les gens se mettent le plus la pression, c'est la quantité de sexe qu'on est censé avoir à l'âge adulte, qu'on est censé avoir quand on est célibataire et qu'on peut profiter, ou qu'on est censé avoir en couple pour être dans une relation saine. Et en fait, déjà, c'est faux, quoi. C'est pas vrai que tous les couples baisent 2-3 fois par semaine. Genre, déjà, ce chiffre, il sort de comme ça. Et surtout sur une durée qui est la vie, à savoir, quand on a de la chance, elle est un petit peu longue. Et donc, ça varie tout au long de la vie. Et je dédramatise vachement parce que, j'ai un petit personnage dans ma BD qui s'appelle Titouan. Si vous n'avez pas la ref, vous l'aurez peut-être un jour. Achetez-la, 19,90 €. Bref, Titouan, il me dit à un moment que le sexe c'est nécessaire, que c'est nécessaire pour vivre, quand on est des animaux. Et bah non. Voilà, j'ai pas fait l'amour avec quelqu'un pendant 3 ans et je suis bel et bien en vie devant vous. Ce n'est pas un hologramme à Paris. Mais je sais pas, boire de l'eau, c'est vital. Ça, je crois que c'est scientifiquement prouvé. Manger également, mais se reproduire. Alors pour l'espèce humaine, si on arrête tous de se reproduire, certes, il n'y aura plus d'humains, mais en tout cas pour continuer la vie, on n'a pas besoin de sexe, quoi. Vous avez compris, j'ai pas besoin d'expliquer autant, quoi. La folle du bus. Mais donc j'ai dédramatisé ça parce que non, c'est pas forcément nécessaire à aller bien, quoi. Le personnage de Titouan, justement, donc c'est le mec cis hétéro blanc, pas déconstruit par excellence. Exactement. Qui va dire des trucs. Il dit des trucs un peu. Il dit le sexe, c'est le ciment du couple et ce genre de choses. Ouais, il fout la pression en fait parce que je pense que c'est une phrase qu'on a tous entendue, même à l'adolescence, quand tu connais rien à la vie là. T'es là, moi je pense que c'est le ciment du couple. Ah bah putain, d'accord, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui sont pas forcément plus importantes. Il y a des couples pour qui c'est prioritaire, je sais pas si ça se dit, mais pour qui c'est très très important, mais en fait, le problème, c'est qu'on se fout tous la pression, quoi. C'est un fait, c'est que dans toutes les rencontres que j'ai faites, dont j'ai parlé dans ma BD, mais même dans la vie ou sur Instagram ou je sais pas, on a tous un petit pet au casque sur notre rapport aux autres et à l'intime et à notre corps ou à ce qu'on veut, et qu'en fait de donner cette espèce de règle comme si tu fais pas l'amour, ça veut dire que ton couple va mal. Bah, ça fout une pression immédiate. Et sur qui ça retombe la pression ? Dans les couples hétérosexuels, au pif, la meuf. Et ça, on en vient à se forcer à avoir des rapports. Enfin, tout ce qu'on connaît déjà. Je vais pas vous apprendre le féminisme, mais du coup, Titouan qui ferme un peu son claque-merde, quoi. Non, c'est pas le ciment du couple. Je sais plus ce qu'il dit d'autre. Il dit pas. Il dit plein de c'est trucs 50-50. C'est 50% du couple. Hein. Mais tu fais quoi de ta vie en fait ? Tu fais 50% du temps tu baises ? Menteur. Gros baiser Titouan. Et c'est un peu finalement, c'est une manière de personnifier aussi le patriarcat, ce personnage de Titouan, qui apparaît comme ça pour dire des trucs à la con. C'est vrai, je l'ai pas aussi bien réfléchi que toi. Mais oui, c'est une personnification du patriarcat, bien sûr, par ce personnage de Titouan qui en fait vient montrer les problématiques patriarcales dans notre société. Bienvenue dans le masque et la plume. Et cette BD, est-ce que ton rêve, ce serait pas qu'elle arrive entre les mains des Titouans ? Bah pourquoi pas, hein.
Les Titouans, ils ont plein de principes, mais dans la vraie vie, je pense pas qu'ils appliquent tous leurs principes. C'est juste physiquement pas possible. Titouan, c'est pas non plus un masculiniste genre Alexis Chenz et tout. Hein. C'est juste, il a des principes cons, quoi. Il est pas très déconstruit. Il dit des phrases un peu qui lui desservent même lui dans sa propre construction et dans sa propre sexualité, et que effectivement, c'est ce que dit Clara Alquier à un moment. Elle dit en fait les mecs de tout temps se sont mis la pression pour avoir une grande teub bien dure et d'être des vikings et des je sais plus quoi machin, et qu'en fait elle sert à rien cette pression là, encore moins dans la sexualité, quoi. Et est-ce qu'ils vont aller lire une BD qui parle de cul par Marie de Broer, meuf sur Inter et tout? Je suis pas sûre, hein. On leur dit qu'il y a des dessins de gens nus dedans, Ah oui, peut-être c'est ça qu'il faut que je fasse. Je suis à poil dedans. Titouan. Alors, allez, lis-moi ça. S'il y a un Titouan dans la salle, on n'a rien contre toi. On n'a rien contre toi. C'est pas toi. Discute avec des femmes, peut-être. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans cette BD, c'est tu parlais de dessiner Jules tout à l'heure, et c'est que en fait vous jouez avec Lucie vachement avec la forme, avec les décors. Il y a des moments où tu es dans un décor et tu dis bon, évidemment je suis pas en train de boire un café à côté de la Tour Eiffel, mais bon, c'est une BD et on peut faire ce qu'on veut. Oui. Et du coup comment c'est venu ça? C'est ta fantaisie ou c'était une volonté Non, en fait, il y a eu plein de trucs par rapport à la première où je racontais plus ma vie. Donc en fait, c'était des scènes qui existaient déjà. Et du coup, je voulais même qu'au maximum, ça recolle à la réalité, quoi. Quand on dessine la cuisine de ma mère, je veux que ça ressemble à la cuisine de ma mère, en fait. Et là, sur la deuxième, il y avait beaucoup plus de blabla, les entretiens avec les gens, où justement, j'ai juste bu des cafés avec des gens, quoi. Il n'y avait pas forcément graphiquement des choses à voir en particulier. Et du coup, je me suis un peu gratté le ciboulot en me disant comment est-ce que je peux du coup tirer. C'est trop bien, quoi. C'est une liberté folle, quoi, de me dire à un moment, je fais un peu une ode au sextoy, et du coup, je suis assise sur une montagne de sextoy et je suis la reine sextoy, quoi. Et je suis en mode bah ouais, pourquoi pas. Et j'ai fait ça sur plusieurs scènes. Je reçois un Oscar du meilleur faux orgasme, des trucs comme ça, quoi. Un César ou un Oscar? Je sais pas, un Oscar, rêvons loin. César, mais on peut dire Oscar. Oui, c'est un César dans la BD. Hollywood was waiting for me. Et du coup, c'est moi qui ai eu les idées, et après Lucie les a améliorées. Il y a ce passage du coup trop bien où tu reçois le fameux César de la meilleure simulation d'orgasme. Ouais, merci. Et il y a aussi un autre passage où tu montres ce qui se passe dans ta tête quand tu couches avec un charmant monsieur. Ouais. Et en fait, tu parles de jouissance, mais tu parles pas mal de ces entraves finalement, du fait de se sentir obligé de simuler, de penser à trop de trucs et de pas lâcher prise et tout ça. Et est-ce que c'est des choses qui sont assez fréquentes chez les femmes, je pense. Ouais. Et toi, comment tu as réussi à sortir de ces schémas-là un peu? Eh bien, c'est vrai que tout ce qui est pensée intrusive, ce qui est atteindre l'orgasme, déjà, qui est un peu un objectif quand tu commences une sexualité avec quelqu'un. C'est vrai que moi, c'était vraiment flagrant. J'arrivais à atteindre l'orgasme seul dès que j'étais avec quelqu'un. Pendant 10 ans, c'était jamais, quoi. Et sauf qu'au bout d'un moment, déjà la plupart, j'étais pas assez à l'aise pour en discuter avec eux et de leur faire un petit quart d'heure de blabla. Faut que je t'explique en fait, nanana. Du coup, ça fout un froid quand même. Du coup, je me suis forcé à faire. Je faisais semblant, quoi, pour qu'ils soient contents, je crois. Pour que ça se passe bien, ouais. Et on est très nombreuses à le faire. Et sauf qu'au bout d'un moment, les années passent, mais c'est quoi mon problème, quoi? J'ai beau être un peu à l'aise, fermer les yeux, essayer de me concentrer là. Pourquoi ça marche pas? Quand je suis toute seule, ça marche. Et comment sortir de ces schémas? Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment full dans ma tête, quoi. C'est-à-dire, c'était que ma tête qui me disait no. You will not have an orgasm, parce que ma tête est américaine aussi. C'est pour ça qu'elle a un Oscar. Elle a un no, Mary. Tu vas pas du tout. Tu vas pas du tout jouir. Voilà, c'est ça qui va se passer. Tu vas juste attendre que ça passe. Et quand ça va monter, ça va redescendre juste après. C'est chiant. Hein. Et en fait, il a fallu déjà que je sois avec quelqu'un en qui j'ai confiance.
dans une relation saine, à qui je pouvais parler librement sans me sentir jugée ou plus aimée ou plus machin, parce que c'était ça aussi qui bloquait la conversation, c'est que j'avais en face de moi, je pense que moi aussi, j'avais vraiment 0% de courage, mais en face, j'avais pas des gens qui m'ont ouvert la porte à est-ce que tu veux me parler, discuter de ça. Et donc j'ai réuni déjà les critères d'être avec quelqu'un de chouette, mais ça reste quand même quelque chose qui est pas simple dans ma vie, quoi. Et je pense que c'est la sexualité de plein de gens aussi. Oui, il faut que j'ai tout qui soit aligné, il faut pas que je pense, il faut que... Enfin, et c'est trop chiant, je pense que le lâcher prise, ça va durer des années pour que je lâche sincèrement prise. Si j'ai pas pris de douche, je vais y penser 25 fois, mais putain, est-ce que je sens de l'aisselle droite Enfin, comme mon cerveau, il est fou, quoi. Mais c'est vraiment pas grave. Alors ça, c'est vraiment la fin de la BD, c'est ça. C'est à la fin, mais c'est pas grave, quoi. De jouir, pas jouir, enfin, ça va, la vie, c'est vachement plus sympa de manger des gâteaux, point. On l'a un peu dit au début, dans ta BD, tu as une galerie de personnages où tu discutes avec des amis ou des gens proches de toi. La plupart sont des amis, ouais. Et du coup, ça te permet d'aborder pas mal de sujets qui te concernent pas a priori, comme la surconsommation de Grindr ou le lesbian deathbed. Ouais, on m'a appris un truc. Le Lesbian deathbed. Le fait que les lesbiennes ne baissent plus après quelques années, c'est ça le C'est concept. ça, le lesbian deathbed, ça voudrait dire c'est que les couples lesbiens, au bout d'un certain temps, arrêtent complètement toute forme de sexualité. Ce qui est trop marrant, c'est que c'est pas genre la définition du mariage hétéro aussi. Il me semblait, que c'était ça la blague un peu des humoristes, genre ma femme elle veut plus baiser. Non ? Mais dites-moi, on ne dit pas que Enfin, donc du coup, j'étais hyper étonnée de savoir que la même légende existe chez les lesbiennes. Voilà. Qui concerne pas ma pote, enfin la personne que j'ai interviewée était pas... relatait pas à cette anecdote, elle a juste voulu me raconter ça. Qu'il y avait cette légende. Et donc, oui, ça te permet... tu as eu envie, toi, d'inclure d'autres histoires que la tienne Bah dans ouais. cette BD. Je suis blanche hétéro déjà. J'ai une particule. On a compris que j'allais finir de droite. Mais... sur France Inter. Après Meurice, mais enfin bon. Ça, par exemple. On va couper. Ça, n'hésitez pas à couper, je vais me faire virer. Adèle Van Rett. Bon. N'importe quoi. Qu'est-ce que je disais? Le fait d'en parler, ça t'a aussi permis de voir que l'abstinence, ça touche tout le monde. Alors, l'abstinence, ça touche tout le monde, ou alors ça travaille tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent au bout de 3 mois sans rapport oh là là, je suis complètement abstinent, moi. Et Claire Alquier le souligne et dit peut-être pas, c'est pas très long, 3 mois dans une vie. Mais en tout cas, ça touche tout le monde parce que on n'a pas tout le temps envie, pareil, la même libido hyper constante toute une vie, ça n'existe pas ou peu. Faut pas dire que ça n'existe pas, tout existe, mais peu en tout cas. Et dans les gens que j'ai interviewés, j'ai l'impression qu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient eu des petites traversées sans sexualité avec les autres. Tu parles aussi beaucoup de dating. Qu'est-ce que tu retiens de ta Tinder era? Oh là là. Déjà un spectacle de stand-up qui va vous régaler. Qu'est-ce que j'en retiens? Je retiens quand même que les applis de rencontre, moi, ça m'a vraiment aidé à passer de rencontrer personne dans le domaine romantique ou amoureux ou sexuel à rencontrer des gens, puisque toutes mes premières histoires, ça a été via les applis. Dans la vraie vie, comme on dit, j'étais toujours la bonne pote en soirée. La séduction, c'était vraiment très peu pour moi. J'avais toujours le sentiment que les mecs venaient nous voir parce qu'ils allaient parler à ma copine et que moi j'allais être le bouffon du roi à côté et faire alors des blagues. Et du coup, ça m'a vraiment permis de passer un cap, quoi. Genre là, on sait qu'on se rencontre pour de la sexualité, du romantisme, de machin. Enfin, en tout cas, c'est un date qui n'est pas une rencontre amicale, quoi. Et donc, trop cool pour ça, déblocage. Trop cool de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés ailleurs. Enfin, j'ai daté un mec en Sarwell, enfin, c'est ouf, quoi. Et je sais pas vous à Lyon, mais moi, Sarwell à la base, il faisait pas de bolas non plus, mais ça, quoi. À Nantes, à la limite. Je les embrasse, les Nantais. Petit punk à chien, là. Et
Mais en tout cas, j'ai rencontré des gens que j'aurais pas rencontrés dans mes cercles d'école de journalisme, de machin, de trucs. Et par contre, c'est de la pure merde sur plein d'autres aspects. Notamment le fait que... Enfin, je trouve que les dates dans la vraie vie, quand même, globalement, il y a des drames qui arrivent, évidemment, mais en ce qui me concerne, ça s'est toujours plutôt bien passé, même si ça matche pas et qu'on se fait chier au bout d'une heure et qu'on se dit au revoir. Bon, c'est pas grave, on a perdu du temps, quoi. C'est juste ça qui est relou. Et 5 balles la bière, bon. Mais par contre, en ligne, le traitement des uns et des autres, mais même moi, quoi, il y a des mecs qui me parlaient, je les TG d'un coup sans leur expliquer pourquoi, je les ghostais, je machin, enfin. Et dans l'autre sens, pareil. Plus que de me faire ghoster, c'est de faire parler de sexualité là, direct, sans dire bonjour, de parler de mon corps, de commenter que je suis grosse, nanana. Il y a un truc qui est violent quand même, et qui est hyper banalisé. Quand ça fait des années qu'on pratique, on se dit oui, bon, bah c'est la vie, non? On a le droit, non, de se parler une semaine et après de plus jamais s'adresser à la parole. Et bah non. En fait, si notre collègue de bureau il faisait ça serait méga chelou. Et donc ça c'est pourri la violence, c'est pourri le côté consommé aussi, le côté il y a toujours quelqu'un derrière quoi. Et donc moi à chaque fois je dis aux gens les applis de rencontre c'est quand même pratique parce que c'est chiant de rencontrer des gens dans la vraie vie. Enfin, au bout d'un moment, plus à 30 ans, on a un peu fait le tour de potes et tout. Tu te dis bon merde, je vais pas changer de boulot juste pour rencontrer quelqu'un quand même. Ou de m'inscrire à la poterie. Enfin ça, j'aime pas la poterie. Enfin je veux dire, j'ai des longs ongles, ça marchera pas quoi. Donc les applis de rencontre, faut faire à petite dose. On se dit un petit quart d'heure, on swipe, hop et on arrête, on jette le portable comme ça sur le lit, on va sur TikTok, sinon on va mettre du temps de cerveau disponible ailleurs, quoi. Voilà. J'ai dit tout ce qu'il fallait sur les applis de rencontre. Merci. Tu parlais d'être le bouffon du roi. Et est-ce que c'est compliqué, particulièrement compliqué de dater quand on est une meuf drôle? Une meuf drôle? C'est vrai que quand il pense, la femme drôle n'a pas le côté sexy du mec drôle. Hein, Florence Foresti, Muriel Robin, on les embrasse, on les aime, Anne Romanoff et j'en passe. Mais je crois que c'est un peu pareil, genre sur les célébrités femmes, il y a un peu ce truc de it's not hot quoi. Mais c'est pas dur de dater. Non, l'humour c'est quand même. Je pense que mon mec je l'ai pécho parce que je l'ai fait marrer. Je l'ai bien fait gaulerie, là, il avait bien mal au bide, j'étais là. Il va bien me galoche, lui. Tu dégages dans la BD et dans toutes les interviews, les podcasts que j'ai pu écouter de toi, une vision qui est hyper saine de l'amour et de la relation de couple. Je me demandais comment tu avais déconstruit un peu tous ces mythes de l'amour romantique et de ça doit se passer comme ci, ça doit se passer comme ça. Déjà, merci à toutes mes amies qui ont vécu plein de relations à chier. J'ai pu prendre note à côté, faire. Non, mais ça, je crois que quand ça m'arrivera, il faudra que je dise non. Hein. Hop là. Parce que c'était un peu un débat aussi des copines qui me disaient mais tu comprends pas. T'as jamais été dans des relations, tu comprends pas. Mais moi, c'est spoiler, elles ont quitté ce mec pour qui elles défendaient des trucs que je trouvais aberrants. Qu'est-ce qui m'a permis de déconstruire? Je pense qu'il y a aussi un rapport juste anxieux aussi en fait, moi, tout ce qui est de l'ordre de la séduction, de la drague, moi ça me stresse plus que ça ne me fait plaisir. Je vois des gens pour qui ça fait qui aiment bien être dans la séduction et tout. Moi c'est vraiment qu'une source de stress. Mon objectif c'était le confort, manger des gâteaux devant des films, être assez à l'aise pour péter et genre c'était vraiment je veux un pote quoi avec qui je roule des pelles et peut-être on va faire des mioches à un moment quoi. Mais du coup, ça a été très vite dans ma vie, cette envie ce besoin de confort. Mais comme j'ai des amis depuis très longtemps, dans mes relations en tout cas très proches, j'adore être à l'aise et en confiance, etc. Et du coup, il n'y a pas que ça parce que j'ai dit ça comme ça, mais de pourquoi. Je pense que même là, en étant dans une relation, j'ai déconstruit des nouveaux trucs. Où je me dis parfois, genre, mais je suis trop à l'aise en fait. Je suis trop à l'aise, ça se passe bien. Je pars 3 jours à Lyon, là. Il me manque pas plus que ça. Peut-être je l'aime pas.
Bah si, c'est juste que s'il te manquait à chaque minute où tu le vois pas et que t'arrivais pas à respirer quand il n'était pas devant tes yeux, c'est l'inverse. C'est une relation peut-être un peu, alors certains diront passionnelle, moi je dirais toxique. Mais du coup c'était rigolo ça au tout début de me dire mais c'est marrant, je suis en vacances avec mes copines et il me manque pas une seconde quoi. Au bout de 10 jours oui. Envie de le voir, mais j'étais pas comme ça. Et donc ça s'est déconstruit au fur et à mesure. Et donc j'ai pas eu l'impression, en tout cas, j'ai pas eu un grand chemin à faire, quoi. Mais j'ai eu des situationships, comme disent les jeunes, des relations où c'est pas du couple. C'est pas que du sexe, mais c'est une espèce d'entre-deux où tu sais pas où ça va et tout. Et c'était tellement inconfortable, l'incertitude et les chauds, les froids, les oui, les non, les mais si, mais toi, et je t'appelle à 22h et tu machin, et je suis bourré, là. J'ai trouvé ça tellement désagréable que je pense que je me suis dit, quand je me mettrai en couple, là, j'ai attendu assez longtemps. 10 piges. 10 piges à faire, je veux être en couple, et que je l'étais pas. Quand je le ferai vraiment et que je signerai le paplard en mode nous sommes en couple pour une durée indéterminée, parce que la vie est longue et que ça peut se terminer à tout moment, je veux être sûr que c'est apaisé, quoi. Et que c'est quelqu'un de bien en face de moi et tout ça. Et tu te dis, parce que tu as fait un épisode de podcast un an plus tard, le couple un an plus tard. Ouais, bilan. Et dedans, tu te dis, en fait, ma vie, elle est pas forcément mieux qu'avant, elle est tout aussi bien. Exactement. Et il y a quelqu'un en plus, voilà, avec qui c'est la du vie bonus. est cool, quoi. C'est Shai qui dit ça, la rappeuse. Elle dit, moi, si un mec qui rentre dans ma vie, ça soit être un bonus, mais un bonus positif, en fait. Si tu m'apportes rien, je sais plus comment elle le dit, elle est beaucoup plus stylée que moi. Mais ouais, je suis pas plus heureuse qu'avant, pas moins. Mais le bilan était que le célibat, c'est pas une période de transition avant d'être en couple. C'est pas, on n'a pas un truc en moins que les autres. C'est plus à côté, quoi. J'ai l'impression. C'est vraiment, hop, j'ai un mec. C'est en plus, il y a ma vie et il y a un mec et on va faire des trucs ensemble et on fait des projets ensemble mais les projets pourront se défaire. Enfin, a priori, encore une fois, je nous souhaite une très longue et belle vie ensemble de vieux couples hétéro blancs qui vont avoir des chiens et tout ça, mais les statistiques quoi montrent que probablement ça ne terminera pas comme ça et du coup c'est cool de savoir que même toute seule je serais heureuse quoi. Est-ce que le fait d'être en couple maintenant depuis 1 an, puisque c'est... Faut en faire une 3e BD, c'est ça le problème. Est-ce que ça a changé ta vision, la vision que tu avais au moment où tu as écrit ta BD? Est-ce que tu vas être obligée d'écrire une 3e? Alors, j'écrirai pas de 3e BD sur le sujet. Par contre, ça me fout dans la merde professionnellement, parce que vraiment, parce que la BD se termine par « je suis toujours célib, salut !» Et vraiment, 3 mois après, je l'ai rencontré. C'était pas calculé, quoi. C'est pas genre, je vous ai pas menti en écrivant. Mais j'ai eu un truc de putain, je fais tellement tout mon taf, c'est parler de célibat et je rencontre un gars, merde. Si on parle un peu de mon spectacle de stand-up par exemple, je parle beaucoup de célibat et de relations avec les mecs et tout. Et je pense que les premiers jours du couple d'une meuf qui a attendu ça pendant 10 ans et qui a 30 ans et à qui ça fait 5 ans qu'on fait genre ah t'as jamais été en couple toi? Ah ouais. Et qu'il y a cette espèce de petit tour de regard où on te sous-entend que peut-être t'as un problème ma belle parce qu'à 22 ans on me disait t'as le temps, t'es jeune comme une brindille. Bon, on va jamais comparer une brindille bien sûr pour des raisons évidentes mais t'es comme une petite fleur en train de pousser et versus à 28 ans où on fait genre ah ouais bon du coup c'est rigolo, il y a des trucs rigolos à raconter de ça, de mon premier couple un peu sur le tard, autant sur le couple hétéro là, je laisse Marianne Lonardi et tout un tas de femmes humoristes qui font des super blagues dessus les faire parce que en tout cas il n'y aura pas de 3e BD sur le sujet, voilà, je suis désolé, je l'ai dit. On n'aura pas d'exclus. Oui, il y a une question, merci. Alors, bonjour, c'est une petite question, un besoin de précision. Tu es en couple, mais est-ce que vous habitez ensemble? Tout à fait. Parce que je pense que ça a forcément un impact dans une relation, à partir de quand on se met en ménage, le quotidien, etc. Donc, tu peux en dire quelque chose? Tout à fait. On
on a habité ensemble au bout de 6 mois. Et là, ça fait 6 mois. Et ouais, ça c'est ouf. Hein. Je pense que c'est la bête noire. Hein. Je pense 95% des sketchs sur le couple hétéro, c'est le vivre ensemble. Encore une fois, je pense qu'on a grandi dans la même société, moi et mon mec, à savoir une société patriarcale, et qu'il a beau être le plus chouette des hommes, le ménage, pas tout à fait comme moi j'aimerais que ce soit. Voilà. Et donc forcément, c'est un sujet, mais ça se passe bien sur ce qui est espace commun, être oppressé ou pas. Mais moi, j'ai habité avec ma coloc jusqu'à 24-25 ans, et après j'ai eu bien 2-3 ans seul. C'est un kiff quand même. Hein. Franchement, si vous habitez seul, profitez quoi. Après, niveau du loyer, c'est top d'habiter à 2, mais seul, c'est trop sympa quoi. Et mais je suis très contente d'habiter avec mon mec. Hein. Je regarde la vidéo encore. Je suis très contente d'habiter avec lui pour plein d'autres raisons. Qu'est-ce que ça a changé Ouais, moi je vous jure, je crois que la première fois que j'ai fait le ménage dans l'appart, j'étais en train de me dire, mais putain, c'est le patriarcat qui me fait faire ça. Alors que quand j'habitais seule, je faisais le ménage en mode, c'est parce que c'est dégueu, Marie. Tu fais le ménage. Et du coup, c'était assez rigolo, vraiment les premières fois où j'ai dit, putain, merde. Et après, mais je sais pas, c'est qui est dans un couple hétéro et le mec, c'est pas assez bien fait le ménage par applaudissement. Ouais, pas tant. Vous êtes, ouais, vous mentez, je pense. Genre c'est bien, mais c'est pas. Je sais pas. Moi j'ai une pote. Après c'était une meuf qui était avec une meuf et un couple lesbien. Donc c'est pas que c'est aussi ça le vivre ensemble. Elle mettait pas bien les culottes comme il fallait sur les tendoirs, tu vois. Okay. Donc en fait. C'est dans tous les couples finalement. Non mais c'est vivre avec quelqu'un quoi. Ouais. Faut s'adapter et tout. C'est horrible. Mais j'aime bien. Hein. Est-ce qu'on a d'autres questions maintenant que la première a été lancée? Oui. Je vous passe le micro parce que comme on enregistre comme ça, on entendra aussi les questions. Je ne sais pas si ça va être très bien formulé, mais j'imagine que d'écrire tout ça, ça a été un peu un travail d'introspection. Est-ce qu'en regardant en arrière, tu t'es rendu compte que tu avais des certitudes fut un temps, notamment au moment où tu datais, où tu étais sur Tinder, que tu n'as plus du tout aujourd'hui? Et quelles sont-elles? Excellente question. Il faut que je donne une réponse excellente. Déjà, je pense qu'il y avait quand même une part de moi qui pensait que je serais jamais maquée. Hein. C'est-à-dire, d'un côté, j'étais en mode, mais bien sûr que ça va m'arriver, je suis trop chouette. Et une autre partie qui est en mode, mais c'est jamais arrivé, donc t'es peut-être pas assez chouette, ma belle. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... je pense que... encore une fois, ça me regarde moi, mais j'ai pas eu ça a pas blow my mind. Et je pense que je pensais que quand j'allais rencontrer quelqu'un, ça allait faire genre l'évidence. Je croyais vachement en mode, c'est évident quand t'as envie d'être avec quelqu'un. Il y a une forme d'évidence. Et parfois, t'as des couples qui se forment et t'es en mode, évidemment qui se formait ce couple adorable. Et en fait, je pense que autant tu peux voir de l'évidence de l'extérieur. Genre, si vous me voyez avec Monsieur de Breuer, vous ferez évidemment avec leur tête là. Mais dans la réalité de le vivre, rien n'est jamais évident. C'est normal de douter, c'est normal de dire mais j'ai dit ça, alors qu'est-ce que je le pense? Est-ce que je ressens ci? Est-ce que je suis censée ressentir ça? J'ai beaucoup demandé à mes copines qui étaient maquées depuis longtemps, genre c'est normal meuf que je suis pas sûre d'avoir envie de dire je t'aime là tout de suite, alors que lui si, est-ce que non. Enfin, j'ai beaucoup plus douté, et de douter, je me disais que du coup, je me trompais et que c'était pas la bonne personne et tout. Et ça, je pense que j'ai grave déconstruit. Je crois que je l'ai dit à plein de gens, genre, mais meuf, mais c'était pas évident, mais quitte-le. Oh la con. Ah non, il y a rien qui est simple, rien qui est évident. Enfin, même quand tout se passe bien, parce que c'était ça, quoi. J'étais vraiment dans un couple où tout se passait super bien. On s'écrit, tout est mignon, tout est gentil, tout est clean, tout est parfait. Et moi, quand même, j'avais ma tête qui me disait, il y a une douille.
Et donc voilà, j'ai déconstruit l'évidence. Oh, le masque et la plume bis. Il y a un épisode récent de Tchatcheuse où tu commentes un film et c'est super. C'est un épisode, je trouve, qui tranche par rapport aux autres. Ah oui, parce que là, il est pas marrant. C'est un épisode qui est pas marrant. Oh, oui, Ouais. exactement. D'ailleurs, tu préviens à l'avance. Oui, ça Dans s'appelle le trigger warning. Ça, il n'y avait pas trop clair. Hop. Et, voilà, et tu dis respectez les corps, respectez vos corps. Et est-ce que c'est quelque chose qui était présent quand tu as écrit la BD ou même celle d'avant? Est-ce que c'est quelque chose que tu as réalisé quand tu as vu ce film, comme on peut réaliser en fait les gens gentils c'est la clé ou ce genre de choses? Ouais. Ou est-ce que en fait tu as écrit ta BD avec parce que c'est une BD qui parle de cul et tu t'es pas pris la tête? Non, je parle effectivement j'en parle assez légèrement de non-consentement et du fait que il y a d'ailleurs des témoignages de personnes dans la BD qui ont vécu des choses trigger warningables. Ça se dit pas, c'est pas un adjectif. Mais du coup, je parle aussi de ça, je rappelle des chiffres. Et c'est vrai que dans l'épisode de Tchatcheuse, pour celles et ceux qui n'ont pas la référence, je parle du film How to Have Sex. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est l'histoire de 3 copines, genre 17-18 ans, qui partent en vacances entre cops. Et en fait, c'est un film qui est hyper subjectif, où il y en a l'une d'entre elles qui va faire... elles vont rencontrer un groupe de mecs, et puis en fait, elle n'avait pas très envie, puis ça s'est quand même passé, quoi. La sexualité de fête et d'alcool... je pense qu'on est nombreux à avoir vécu ça. Ouais, c'est là, donc tu dis pas non, tu dis pas oui. Et ça m'a un peu fait tiquer parce que ce film est hyper bien foutu. Elle dit pas grand chose, mais elle montre des sensations, quoi. Je sais pas comment expliquer. Ce film, il est vraiment charmé. J'ai fini en larmes et tout. Et la question que ça soulève, et je pense que ça, pour le coup, je ne l'ai pas abordé dans la BD, mais ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse d'explorer en tant que sujet, c'est que on dit mais le consentement c'est simple, c'est oui, c'est non, quand c'est non, un oui peut devenir un non, et voilà. Et en fait, je suis pas d'accord dans le sens où moi j'ai beaucoup rien dit du tout, avec mon corps entier qui avait il y avait une mini voix dans ma tête qui me disait je crois que t'as pas très envie ma belle. Et tout le reste qui fait allez, c'est pas grave, on se force un coup et on y va. Et qu'en fait le consentement c'est pas du coup on peut pas admettre qu'il y a absence de consentement à ce moment-là, puisque j'accepte quelque part. Et en même temps, si on m'avait un peu plus posé la question, si on avait un peu plus creusé, peut-être qu'en fait le désir n'est pas là. Et je pense que c'est le désir, d'ailleurs le désir féminin dans l'hétérosexualité est quand même assez peu interrogé. Est-ce que tu as vraiment envie ou pas? Et du coup, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que justement dans ce film, elle dit pas non, mais ça se voit, quoi. Et le mec, bah, il a 17 ans, il s'est pas posé la question, il a une opportunité, il est bourré, il y va, et il va même pas se remettre en question. Il y a 2 scènes dans le film, mais c'est je parle de la première pour les gens qui ont vu le film, mais sur le premier rapport qu'ils ont tous les deux. Et moi, ça m'interroge vachement sur... mais attendez, apprenez à traiter un corps que vous rencontrez, même si c'est pour juste une nuit, dans un contexte de fête, dans un contexte de fun, même si c'est qu'un coup d'un soir, ou même si c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement, peu importe, mais... les gens qu'on rencontre ont une histoire, ont un rapport à leur corps qui est le leur, et franchement, ça vaut le coup de passer 5 minutes à un tout petit peu rectifier les choses, à parler, à ralentir un peu le désir, la fougue, tout ce que tu veux, pour qu'il y ait une bonne ambiance et que justement le sexe ne soit que meilleur. Ou absent, mais que du coup, bah, t'as violé personne à la fin, donc c'est pas mal quand même d'avoir eu la discussion, quoi. Et parce que c'est ça aussi, ça casse le délire d'avoir des conversations, ça casse le délire de demander c'est bon dans les films, on te prend sur la table basse. Non, c'est trop bas. Pas sur la table basse, c'est sur la table, sur le plan de travail, sur l'îlot central. Voilà. Et ça casse le délire d'avoir les conversations. Non, ça casse le délire de être à 30 ans et de remettre en question tous ces rapports sexuels en disant mais en fait j'avais pas très envie, non. Ça c'est vraiment relou, quoi. Enfin, c'était cher la thérapie. Merde. Et donc voilà. Je sais pas exactement si c'est ça dont tu voulais parler, mais j'ai dit ça.
Il y a un chiffre assez effarant que tu donnes dans la BD qui est qu'une femme sur 6 fait son entrée dans la sexualité par un rapport non consenti et non désiré. Une personne sur 6, enfin une femme sur 6. Et il y a un autre angle que je l'ai trouvé intéressant dans cet épisode de podcast qui, moi j'ai terminé de l'écouter en pleurs. Comme toi, j'ai été hyper touchée par cet épisode. Je trouve que tu dis aussi, ce film-là, il est possible et il existe, et je m'identifie dedans parce qu'il a été réalisé par une femme. Ouais. Et tu parles aussi du coup de l'importance d'avoir des œuvres, du film Aliès, d'avoir le regard des femmes dans ce qu'on nous propose aussi en série et en film. Ouais, je pense que après, je suis pas une grande cinéphile, quoi. Mais je pense que le thème des agressions sexuelles et des viols et je sais pas, de l'inceste, enfin les sujets graves dans la sexualité ont été traités quand même au cinéma plus d'une fois. Mais ça m'avait jamais autant frappé que là, où en plus de ça, les mots ne sont pas, je sais pas comment dire, elle a 17 ans. Le personnage dans l'histoire a 17 ans, elle se rend pas compte, elle sait juste qu'elle se sent mal, mais en fait elle va capter à 25 quand elle réfléchira. Mais il y a quand même, il y a vraiment le switch, quoi. L'actrice est trop forte, et la réalisatrice aussi, parce qu'elle l'a hyper bien guidée. Cette espèce de moment où tu sais pas trop, c'était pas comme dans un film où on t'a dit que le viol c'était dans la rue, machin bidule. C'était pas ça, mais c'était pas ce que je voulais, mais il y a un vide, quoi, comme si elle se vidait d'un coup. Et c'est tellement l'histoire de tellement de gens, avec mes potes, quand j'en parle, je me dis presque que les chiffres de nous toutes sur tant de personnes ont déjà été violées, ils sont faux, quoi, parce que c'est plus, ou en tout cas cette espèce de zone grise, comme on l'appelle, pour pas dire que c'est... En tout cas, pour dire que c'était moins clair que non. La fameuse zone grise, pour le coup, elle concerne énormément de femmes. C'est trop chiant, quoi. Genre, franchement, venez, on discute, quoi. Sur le fait, justement, tu parlais du célibat, etc. C'est pas forcément pour dire que toi, c'était une pression ou pas, mais si tu penses pas que pour les femmes, la pression de plus être aussi d'être en couple, c'est aussi parce qu'à un moment, il y a l'horloge biologique et que du coup, il y a le fait de, t'as envie ou t'as la pression de se dire, là, va falloir faire des gosses, que j'ai 30 piges, que machin et tout, et que malheureusement, ça fait des situations aussi où on se retrouve à aller avec Titouan. Ouais, par exemple. parce que en fait, à un moment, t'as envie de faire ta famille, d'avoir des enfants, de vivre une grossesse, j'en sais rien, peu importe la motivation, mais que voilà, ça fait faire des choix qui peuvent être malheureux, mais qui malgré tout te poussent à les faire, quoi. Ouais, je pense évidemment la fameuse horloge biologique. Moi, j'ai l'impression qu'avant 30 ans, il y a un peu, on est encore un peu épargné de ça. En tout cas, moi, on m'a pas beaucoup mis la pression sur ça. En mode, va falloir que tu te mettes en couple, ma belle, parce que quand est-ce que tu vas pondre ? Mes copines qui ont 33, 34, qui sont célibes, on les fait trop chier là-dessus avec ça. C'est horrible. Enfin, c'est vraiment naze, quoi. Parce qu'en plus de ça, même si elle y pense vraiment en mode j'ai vraiment l'horloge biologique qui est derrière moi et j'ai vraiment envie de me maquiller, j'ai vraiment envie de faire des enfants et tout, de juste lui rappeler que le temps passe, c'est horrible, quoi. Genre, laisser vraiment les gens tranquilles. Et oui, je comprends aussi de faire le choix, mais limite je comprends un peu plus de faire le choix de se maquer dans l'objectif, même si le couple n'est pas le plus heureux, dans l'objectif de faire famille et d'avoir des enfants et tout, que de juste être en couple pour être en couple, quoi. Parce que même s'il vaut mieux, si on peut tout aligner, c'est le mieux, mais je sais plus où je voulais en venir. Mais c'est vrai que moi, c'est rigolo parce que du coup, j'ai quand même été en recherche de couple de 20 à 29, quoi. Et pendant ces 9 ans, à 22, 23, 24, c'est-à-dire la question, est-ce que tu veux des enfants dans mes dates ou des machins, je la posais même pas. Quand j'ai rencontré mon mec à 29, c'était dès le départ, je voulais savoir. Si c'est un non franc et direct, tu ne veux pas d'enfant, c'est mort. On a un problème parce que moi, mon projet de vie, c'est pas le même que le tien. Et ça m'a étonné de moi-même, quoi, d'avoir un peu un truc de ah ouais, je suis à l'âge où il faut que je pose la question. J'ai pas envie de passer 5 ans et que me fasse. En fait, non. Après, c'est chacun ses projets de vie, de machin et tout. Et il se trouve que c'est bon, il a répondu oui à la question. Voilà, je sais pas si j'ai autre chose à dire, mais du coup, il y a quelque part l'horloge biologique qui s'est mis dans ma tête aussi, quoi. Je préférais être célib encore des années, mais rencontrer quelqu'un qui aurait voulu des enfants avec moi, que là, de la tenter
en disant on verra plus tard, et que plus tard ça soit une séparation à cause de ça en tout cas. Ça aurait été triste. Oui, ou peut-être que tu as vu cette situation autour de toi et que tu t'es dit, il faut pas que je... Ouais, je l'ai vu un petit peu. Tu as pris des petites notes. J'ai pris exactement les coupes des autres, j'ai pris des petites notes. Ah, tu t'es fait têche parce que tu veux pas d'enfant. D'accord. On va poser la question. faut le partager ce carnet de notes, je pense. Ouais. Très utile. Je vais faire une 4e BD. Tu tiens du coup ta chronique tous les jours de la semaine sur France Inter. Est-ce qu'il n'y a pas des moments quand même où tu sais pas quoi écrire ? Le fait que ce soit tous les jours. Eh bien non, ça fait plutôt l'effet inverse. Plus t'écris, plus c'est facile. J'ai quand même 2 co-auteurs, Xavier Cuevas et Étienne Lautrette, qui m'accompagnent parfois. Et les jours où... C'est pas que j'ai rien à écrire, mais c'est que je suis fatiguée, j'ai un peu la flemme, je peux les appeler un peu à la rescousse, même à la dernière minute. Et du coup, non, j'ai toujours quelque chose à dire, ça c'est formidable. Hein. Peut-être que ça va s'arrêter au bout d'un moment, mais pour l'instant, j'ai pas eu la grosse panne d'inspi. Après, j'avais l'avantage cette année de choisir mes sujets. Donc si vraiment j'avais choisi un truc qui m'inspire pas, bon déjà je suis pas maline, mais imaginons... Ça m'est arrivé une fois ou deux. Je sais pas, j'avais voulu faire un truc sur la fermeture du Marineland et les orques, on savait pas quoi en foutre, enfin un truc comme ça. Et en fait, en lisant, j'étais en mode, c'est complètement trop triste. J'ai aucune blague sur les orques, il faut les libérer. Et j'étais trop triste, quoi. Du coup, je me suis dit, non, je veux changer de sujet, c'est trop abominable, les animaux enfermés. Je vais plutôt faire Mazan. Ça, c'est hilarant, non parce que si on regarde les sujets que j'ai choisis, parfois c'est pas marrant. Mais j'ai réussi quand même à faire des blagues par-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Que du coup, ça m'arrive pas d'avoir trop une panne. Mais après, l'année prochaine, normalement, ça devrait peut-être switcher. Je vais peut-être avoir des sujets imposés. Et auquel cas, on verra. Hein. Peut-être que je vais plus galérer. Je sais pas, j'espère pas. Est-ce que t'aimes, parce que tu fais de plus en plus de scènes et de stand-up et donc tu as ton spectacle en préparation, qu'est-ce que tu préfères là-dedans et qu'est-ce qui est le plus difficile dans le stand-up ? Dans le stand-up ? Ouais. C'est vraiment mon activité préférée de tout ce que je fais. J'adore faire mes podcasts, j'adore les chroniques, j'adore les BD, j'adore vous rencontrer. Il n'y a pas de galère, mais enfin si, là en fait le truc d'être devant des gens avec un micro, c'est trop bien quand je suis en impro comme ça, mais c'est encore mieux quand j'ai écrit des blagues et que les gens rigolent en face. C'est vraiment mon truc préféré. C'est devenu mon truc préféré dès la minute où je l'ai fait, où je me suis sentie parfaitement à ma place, quoi. C'est comme si dans tous les autres trucs, je suis genre... je sais pas, dans le documentaire, j'avais sur une chaise, j'avais genre qu'une fesse dessus, quoi. J'étais en mode, c'est sympa, c'est intéressant, j'apprends des trucs, mais je suis pas très bien installée. Je commence à faire des blagues, j'étais un petit peu mieux installée et tout. Et j'ai fait des blagues sur scène, et là, j'étais en mode, ah, voilà, c'est ma place, merci. Et c'était hyper long comme métaphore, mais vous l'avez. Donc le mieux, c'est de faire rire les gens, le mieux, c'est de rencontrer les gens. C'est une sensation qui est folle. Enfin, je sais que qui est évidemment aussi forte parce que juste avant il y a la descente d'organes, le stress, quoi, mais qu'est-ce que je vais foutre devant des gens avec un micro, ils vont m'écouter, mais c'est horrible. Et donc tu fais très bas pour faire très haut. C'est une relation toxique que j'ai avec le stand-up en fait. Et le pire de ce métier, franchement, il y a plein de trucs pas ouf, mais est-ce que c'est quoi le pire ? Prendre un bide, c'est pas tant le pire. C'est-à-dire que les gens rient pas à tes blagues, c'est pas très agréable. C'est vraiment, physiquement, c'est désagréable, mais ça va. Le pire, ça va être la concurrence entre meufs, le fait que quand t'es une seule meuf sur un plateau de stand-up, tu représentes toutes les meufs. Si t'es pas drôle, c'est toutes les meufs qui sont pas drôles. Le fait qu'il n'y ait pas de parité, le fait que on soit constamment comparé, le fait qu'on se compare nous-mêmes. Oh, c'est chiant. Mais en fait, c'est quand même un milieu professionnel qui est pas méga sain. Oui. Le stand-up, il y a quand même beaucoup d'âmes brisées et de concurrence. Et en fait, ça peut rapporter énormément d'argent. Du coup, il y a des gens très intéressés. Et du coup, c'est garder les pieds sur terre dans ce taf. Moi, je vous jure, hein, je vous le dis à vous, mais je le dis à tous les gens qui nous écoutent. Si je prends le boulard à un moment, franchement, dites-le moi, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est inévitable. Que je vais être un jour et faire, putain, je suis vraiment un génie de l'humour. Et t'es en mode, Marie, pour qui tu te prends ? Comment tu vis aujourd'hui le fait d'être un peu une personnalité publique et reconnaissable dans la rue ?
Enfin, bien que tu sois méga reconnaissable dans la rue parce que t'es trop stylé, mais reconnaissable par ton métier. C'est pas moi de Qu'est-ce le que dire. ça... Est-ce que... Mais les petites lunettes, personne ne me reconnaît. Voilà. C'est faux, putain, j'ai Ça même pas marche ce très truc. bien. Eh bien, cette année, ça s'est vraiment accentué. C'est quand même globalement trop cool. Genre, les gens qui me croisent, les gens qui me suivent, c'est toujours... ils sont tout timides et tout. Ah, oui, je t'aime trop, oui, t'es trop sympa et tout. Ils sont trop gentils, c'est très agréable. Et puis c'est agréable de sortir des chiffres. On a fait 700 000 auditeurs ce mois-ci. T'es en mode, de quoi tu me parles? Du coup, c'est cool de croiser les gens. Très désagréable à d'autres moments, notamment à vélo, par exemple. On me crie beaucoup dessus. Marie, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je me prends. Ça arrive beaucoup, comme je suis que à vélo à Paris, on me crie dessus une fois par jour, quoi. Ça, il a fallu s'habituer. Deuxième truc relou, c'est que les gens me touchent. Alors, s'il vous plaît, ne le faites pas tout à l'heure, ça vous savez. Mais les gens font vraiment genre, ils m'attrapent le bras comme ça. Marie, mais c'est parce que ma bonne copine, quoi. Je te suis sur Insta et il y avait vraiment un truc de mec qui est cet inconnu qui m'agrippe. Mais sinon, c'est globalement chouette tout le temps. Juste, ça me rend dingue quand on m'agrippe et vous verrez si ça se joue. Alors, c'est très précis parce que vous êtes dans la confidence. Mais si un jour vous venez me voir, je sais pas, à un spectacle et tout, et vous voyez à la sortie quelqu'un qui approche sa main, vous verrez que je fais ça. Je fais des grands mouvements de non. Mais qui est-tu? Pourquoi vous me touchez? Comment tu gères la grossophobie aujourd'hui? Est-ce que tu as pu la gérer mieux? Parce que le monde est grossophobe. Ouais, donc vrai. en fait, est-ce que ça t'a permis de le mieux gérer? Ou enfin, j'aimerais savoir ça. Ouais, je pense que ça m'a permis de mieux gérer la BD, même globalement la vie. Je pense que la BD, ça a plus géré dans ma famille. Il y a eu un truc de c'est bon, on arrête maintenant, c'est plus le sujet. Et du coup, on me parle plus trop de mon corps dans ma famille. On me lâche. Enfin, c'est vraiment, ça a été long, quoi. Il y a eu 25 ans de vous allez me lâcher, oui. Et là, maintenant, ils me lâchent vraiment. Après, le problème d'être, mais là, c'est pour le coup, c'est le fait d'être un peu plus exposé sur la radio. Et la radio est filmée maintenant, c'est dingue. Mais je veux dire, il n'y a pas une chronique sous laquelle il n'y a pas marqué qu'elle fasse un régime, elle est pas drôle, t'es là, mais ça n'a pas de rapport en fait. Quoique si, je pense que je suis plus marrante parce que je suis grosse aussi. Mais du coup, il y a d'un côté, je la gère beaucoup mieux dans ma vie personnelle et c'est beaucoup moins un sujet pour les gens qui me connaissent parce que du coup, il y a un truc de ok, Marie nous a fait la leçon sur la grossophobie, merci Marie pour la leçon, du coup on te fait plus chier. Mais par contre, le côté public a énormément augmenté et ça c'est dur. Il y a eu des fois cette année où j'étais vraiment en mode j'en peux plus quoi, genre j'en ai trop marre que ce soit que ça qui obsède les haters, c'est mon apparence quoi. Après toutes les meufs, on leur parle de leur apparence, mais moi plus et du coup voilà, donc c'est puis de toute façon c'est assez je pense que tout le monde, il y a des semaines où tout va bien, puis il y a des semaines où ça va pas trop. Je me suis quand même surpris quelquefois. En plus, je suis filmé tout le temps, on me prend en photo, machin, en truc, donc à me regarder et à me dire, à me comparer à d'autres gens, à me dire putain, mais la situation, sa peau elle est toute lisse, elle est toute mince. Et du coup, j'ai eu 2-3 fois dans l'année à avoir un regard sur mon corps que j'avais pas eu depuis longtemps, un peu négatif, en mode mais qu'est-ce que. Mais ça dure, allez. Un quart d'heure dans l'année, ça va. Franchement, c'est pas mal. Je trouve que je m'en sors pas mal. Et donc, je pense que la BD, elle a, en tout cas, elle m'a fait tourner une petite page. Et pour mes proches aussi, quoi. C'est l'occasion de te remercier, je pense, de t'exposer comme ça. Oh, merci. Parce qu'en fait, c'est dur. Je pense que pour les personnes qui ne sont pas grosses ici et qui sont potentiellement alliées ou qui s'intéressent au sujet, c'est vraiment dur et c'est quotidien. Et quand on n'est pas exposé dans les médias, c'est quand même très dur. Ah bah ouais. Et du coup, merci pour ça parce que tu t'exposes en ne t'excusant pas. Moi, je pense au texte vulgaire, sur la vulgarité dans l'ouvrage collectif. Ça, j'ai fait ça aussi. Oui, tu as fait plein de trucs. Et justement, je pense que c'est aussi ça qui marche. T'es pas juste une meuf grosse drôle, c'est que tu t'excuses pas de ta vulgarité, d'être validée ou non. Et je pense que c'est extrêmement libérateur pour d'autres personnes parce qu'on se dit, bah ouais, mais en fait, go. Et il y a des haters, mais bah, ils ont qu'à plus manger.
Voilà. Ouais. C'est ma théorie, c'est que si je devais devenir gourou, si j'en ai fait une chronique, je ferais une secte où je forcerais les gens à grossir. Et dès qu'ils perdent 500 grammes, je serais là, bah alors Titouan, on n'a pas mangé ses cookies. C'est pas bien, on se rendrait compte qu'il y a la génétique. Et qu'il y a des gens qui grossiront jamais, on serait là, quoi? Merci déjà, trop sympa. Merci. C'est rigolo parce que c'est pas, enfin c'est les réflexions comme ça sur le sens de mon travail et de m'exposer et tout, c'est des trucs où je me le dis pas à moi-même. Enfin, il n'y a pas un truc de hyper conscient de faut pas que je m'excuse d'être là. Tu vois ce que je veux dire? C'est naturel quoi. Et donc c'est agréable que ce soit ça le retour en face, parce que en vrai c'est trop bizarre non que je fasse. Aujourd'hui je vais pas m'excuser d'être moi-même en me mettant dans le miroir en me disant allez let's go faire rire la France. mais c'est vrai, je sais pas comment je suis comme ça, mais je pense que j'ai moi-même vu des personnalités, des humoristes ou même juste des Instagrammeuses fashion plus size exister, et que pareil je me suis dit ah mais en fait il y a ça qui existe, et donc moi aussi ça m'a aidé, donc c'est cool si moi aussi j'aide d'autres gens. Et c'est vrai que les haters on les emmerde en fait, et c'est vrai que c'est dur dans la vie aussi, c'est dur. Moi je veux dire être à vélo par exemple, c'est vraiment c'est au moins je les traverse les gens, il y a plus le métro, il y a plus je monte 3 escaliers, du coup je suis essoufflé, du coup les gens ils sentent que je suis essoufflé, du coup peut-être qu'ils se disent que je suis essoufflé parce que je suis grosse, et du coup faut peut-être que je fasse plus de sport parce que je suis essoufflé, et donc voilà, ce truc là par exemple, je pense que y a peut-être des gens qui relate. Pourquoi on respire pas comme on a besoin de respirer quand même, c'est fou, juste pour que les autres ils pensent qu'on n'est pas essoufflé. Enfin, je sais pas si vous avez, c'est les gens gros dans la salle, je sais pas si vous avez ça, mais c'est horrible. Tu fais semblant d'avoir tes pleins poumons. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Mais force à nous, hein. Malheureusement, c'était la mode il y a 2 ans, la grossophobie. Puis ça y est, on n'était même plus invité le 8 mars pour la journée des droits des femmes pour parler de grossophobie. Maintenant, je pense que c'est encore moins à la mode. Mais c'est pas grave, hein. On va y arriver quand même. Pour vrai, on est de plus en plus nombreux en plus, donc on va se régaler. On va faire une petite armée de cookies là. Pip, pip, pip. Bon, vous nous respectez maintenant, merde. Quel est ton dernier coup de cœur littéraire ou culturel, et qui tu nous conseilles d'inviter au book club la prochaine fois? Purée. Mais alors attendez, hein. Une reco. Je peux recommander. Je recommande des trucs au pif. Un podcast qui est pas female gaze plus que ça. C'est juste un podcast marrant, 300% plaisir, d'Étienne Letraite, Babor et Camille Fievez. Je sais pas si vous connaissez, c'est des gens sur YouTube. Enfin, c'est vraiment un podcast trop marrant. 300% plaisir. Le titre déjà en dit long. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous toutes et vous tous. C'était le dernier book club de la saison, mais on revient à la rentrée. Merci.